je vais peut-être juste laisser le temps aux personnes pour qu'elles puissent s'asseoir. Alors, je vais me présenter. Donc d'abord, merci beaucoup à tous les organisateurs. Merci à Sabine Martin de m'avoir invité. Donc je suis très heureux d'être venu ici pour cette journée académique. J'espère que mon intervention sera utile, en tout cas qu'elle apportera certaines réflexions. Donc je suis Franck Amadieu, je suis professeur de psychologie, spécialisé sur les questions d'apprentissage et numérique, vous l'aurez compris. Je suis aussi directeur du laboratoire Cognition, Langue, Langage, Ergonomique, laboratoire CNRS et de l'université de Toulouse Jean Jaurès. Donc je vais vous parler un petit peu des pièges de l'utilisation du numérique pour les apprentissages et essayer de comment les contourner. Donc essayer de comprendre comment on peut essayer d'éviter certains pièges qu'on connaît bien dans la recherche. Donc je vais essayer de vous présenter certains travaux, certains résultats de la recherche internationale pour essayer de comprendre justement comment utiliser le numérique, en tout cas dans le domaine de l'éducation, de manière la plus pertinente possible. Alors, avant de démarrer sur ma présentation qui s'organise en 2 volets, donc l'idée c'est qu'après un premier volet, on peut peut-être avoir une première phase de questions s'il y en a, sinon j'enchaînerai. Et on aura un deuxième volet ensuite pour les deuxièmes questions. Alors, l'intérêt des technologies pour l'enseignement et l'apprentissage, rapidement. Je suis désolé, j'ai les voix en off qui... merci. Et donc, l'intérêt des technologies, il y en a 5 que je vois principalement, avant de rentrer dans les pièges. Déjà, l'enseignement à distance et la mobilité, on l'a vu, avec le Covid, ça s'est imposé à nous, donc on n'a pas eu tellement à réfléchir. On a bien vu que parfois le numérique pouvait en tout cas soutenir certaines situations d'enseignement à distance qui étaient finalement utiles en ces périodes compliquées. Mettre en œuvre de nouvelles activités. Donc ça, c'est un point important. Quand on parle de numérique, si on veut que le numérique soit intéressant, finalement, il faut qu'il apporte quelque chose de nouveau, de différent. Alors ça ne veut pas forcément dire de mieux, attention, mais de différent. Donc si c'est faire du numérique qui ressemble à ce qu'on fait déjà avec le papier-crayon, vous allez voir que ce n'est pas forcément toujours une bonne idée. Soutenir une pédagogie différenciée. Donc l'idée du numérique, on en reparlera un petit peu, c'est de pouvoir justement adapter aussi certaines activités pédagogiques de manière, on va voir, plus ou moins automatique et d'aider la différenciation pédagogique, donc répondre à certains besoins en fonction des types d'élèves que l'on peut avoir. Autre point important évidemment du numérique, c'est la question du handicap. Permettre une accessibilité à certains contenus, à certaines informations, à certains enseignements. Donc évidemment le numérique notamment pour des handicaps par exemple sensoriels, on voit bien tout de suite l'intérêt de ce type de technologie. Et enfin, autre intérêt du numérique, et j'en reparlerai peut-être en fin de conférence, c'est la question de la visualisation des réponses, de l'enregistrement des réponses des élèves et de leurs actions, afin de comprendre un peu comment ils opèrent, comment ils se comportent dans les exercices. Alors, quand je dresse ce bilan, ça a l'air formidable, très bien. Quand on voit tout ce qu'on peut faire avec le numérique, on se dit pourquoi pas lançons-nous. Sauf que quand on regarde un petit peu dans les faits, quand on se lance dans le numérique, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a certains pièges qu'on peut essayer d'éviter, il y a certains pièges qu'on connaît bien dans la recherche, donc il y a des pièges certainement que vous-même vous connaissez si vous le pratiquez. Donc l'idée pour moi ici, c'est d'essayer de vous faire réfléchir justement sur quelles sont les choses à éviter avec le numérique. Et après, on verra quoi mettre en place pour essayer d'améliorer les choses. Alors, la question des écrans. La question des écrans revient souvent. On nous dit que les nouvelles générations sont habituées aux écrans, donc c'est une espèce de propension à étudier sur écran, etc. Et la lecture sur écran avec les nouvelles générations serait formidable. Bon, c'est des discours parfois que j'entends. Maintenant, je vais vous montrer ce que la recherche apporte sur ces questions. On a des collègues de l'Université de Valencia, en Espagne, donc, qui ont fait une méta-analyse très intéressante. Donc, une méta-analyse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une analyse de toutes les études qui ont été menées sur cette question. Et en gros, on mène des statistiques sur des statistiques pour vérifier que les effets qu'on observe dans la littérature sont des vrais effets robustes, importants, ou au contraire, finalement, sont assez faibles, voire divergents selon les études. Donc, ils ont comparé 54 études. La question posée par ces études, est-ce qu'on lit mieux sur papier ou est-ce qu'on lit mieux sur écran, à votre avis? Spontanément, vous direz quoi? Eh ben, ouais. Très bien. Effectivement. Alors, on pourrait se dire, on lit mieux quand même sur papier. Mais est-ce que les nouvelles générations, finalement, ne sont pas plus habituées à lire sur écran et ne se débrouilleraient pas finalement mieux, ou en tout cas réduiraient l'écart entre le papier et l'écran? Voilà un peu les questions que se sont posées ces auteurs. Alors, précision, ils ont comparé des situations, donc des textes qui sont strictement linéaires.
On n'est pas dans des textes complexes avec 50 renvois. On est sur des choses simples. Soit c'est présenté sur un écran, soit c'est présenté sur papier. C'est extrêmement simple. Ici, vous avez l'ensemble des études. Voilà, en gros, ce que montre la majorité des études. Le papier est supérieur au numérique. On lit mieux, de manière plus efficace, et on comprend mieux si on lit sur papier que sur numérique. D'accord? Donc jusque-là, ça confirme effectivement le ressenti qu'on peut avoir quand nous-mêmes, on lit sur écran. Vous avez quelques études qui montrent que finalement, il n'y a pas de différence significative entre les deux. Et vous avez quelques études, mais elles sont beaucoup plus rares, qui montrent à un moment que le papier peut être inférieur à la situation du numérique. Donc, globalement, quand on regarde les études, on se dit privilégions le papier plutôt que le numérique pour de la lecture, hein, pour une étude d'un texte. Mais là où intéressante cette étude, c'est qu'elle va un peu plus loin. Donc, je vous ai dit, est-ce que les jeunes générations, finalement, ne sont pas plus aguerries à la lecture sur écran? Et ce que montre finalement cette étude, c'est que l'expérience avec le numérique, c'est-à-dire quand on regarde les études les plus récentes avec des générations qui sont habituées à la maison, en classe parfois, à lire sur écran, on s'aperçoit que le papier est toujours évidemment meilleur que l'écran, mais paradoxalement, l'effet augmente pour les jeunes générations. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les anciennes générations, l'écart entre le papier et l'écran est moins fort que pour les nouvelles générations. Donc c'est contre-intuitif, puisqu'on aurait tendance à dire l'inverse. Je vous donnerai les explications après. La longueur des textes et le genre des textes. On s'aperçoit que lire sur papier est meilleur que sur écran uniquement pour des textes expositifs. Si vous lisez des textes narratifs, c'est-à-dire un roman, si vous voulez, une histoire, là, il n'y a plus de différence. Donc déjà, lire, il y a lire et lire. Tout dépend de quel type de texte on parle. Et enfin, autre facteur intéressant, c'est la lecture libre versus la lecture en temps limité. C'est-à-dire que quand vous donnez le temps à l'élève de lire, c'est-à-dire de réguler, de revenir en arrière, les différences s'amenuisent et disparaissent. Mais quand on est sous pression temporelle, alors le papier est meilleur. OK ? Alors, quelles sont les explications de l'avantage de la lecture papier sur écran? Alors, on les connaît déjà un petit peu. Déjà, les travaux de Thierry Bacchino dans les années 2000 avaient montré que, tout simplement, vous lisez sur quelque chose qui est rétroéclairé, donc vous avez une fatigue visuelle qui s'opère. Donc, la lecture numérique, on sait qu'au niveau perceptif, si vous voulez, sensoriel, elle est déjà plus exigeante que le papier. Vous avez la lecture numérique qui est plus exigeante aussi au plan cognitif. On le voit souvent, on a tendance à essayer d'aller chercher des informations à droite à gauche. On est rarement dans une lecture très linéaire quand on est sur des écrans, typiquement quand vous lisez sur Internet, par exemple. Et donc, on s'aperçoit qu'on a pris des habitudes de lecture sur écran. C'est-à-dire qu'on ne lit pas les mêmes textes sur écran que sur papier. Voilà un peu l'idée, c'est-à-dire que vous allez sur Internet, vous allez chercher de l'information, donc vous faites des lectures plus courtes, des lectures plus en scanning, vous allez rechercher les informations, vous êtes moins dans des lectures attentives, assidues, vous êtes plus dans l'exploration et la sélection d'informations. Ceci explique en partie donc les résultats qu'on a observés. C'est-à-dire que les élèves qui sont habitués à lire sur écran ont développé certaines stratégies de lecture dont je vous parle, qui du coup ne sont pas adaptées pour des lectures intensives, exigeantes sur écran. Ce qui explique que les jeunes générations, on voit les effets s'accroître en termes de différence entre papier et numérique. Ça va? Vous voyez l'idée? OK. Une dernière illustration qui va vous intéresser, je pense, c'est les évaluations PISA. Vous savez, donc au niveau européen, on va évaluer le niveau des élèves en compréhension, en habileté de lecture, ces choses-là. Et vous avez justement des travaux récents qui se sont amusés à comparer les résultats des élèves PISA, donc quand on les compare entre les pays, en fonction de savoir si l'évaluation est faite sur papier ou si elle est faite sur ordinateur. Eh bien, on n'obtient pas les mêmes résultats. Et qu'est-ce qu'on observe? Quand on évalue les élèves sur papier ou quand on les évalue sur écran, ben on s'aperçoit une nouvelle fois que le papier amène de meilleures performances. Donc, le choix de l'évaluation, le choix des exercices que je fais avec la modalité numérique va impacter le niveau de mes élèves. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves sont moins performants, encore une fois, sur écran que sur papier. Donc voilà un premier piège, c'est-à-dire attention au tout écran. Attention à des lectures trop intensives, trop exigeantes sur écran, et attention donc à laisser du temps aux élèves si on est sur écran. Autre point important dans le numérique. L'avantage du numérique, c'est de pouvoir multiplier les sources d'information, les formats d'information, les accès à l'information. Je peux accéder à la vidéo, je peux accéder au web, je peux accéder, grâce à des liens, à des sources d'informations différentes. Je peux lancer une animation, je peux consulter une image, etc., lire du texte. Donc, on a cette richesse, si vous voulez, d'informations et cette richesse de format qui peut être très intéressante.
Mais évidemment, il y a des pièges associés, je vous les donne. Donc, c'est qu'effectivement, si on multiplie les formats, si on donne trop de richesse d'informations aux élèves, si on leur donne trop de moyens d'accéder aux informations, vous avez des liens qui vous permettent de naviguer, par exemple, dans des documents, ben, on s'aperçoit que globalement, il y a un coût cognitif très important. Un coût pour la mémoire, un coût pour l'attention, et ça a des répercussions sur la compréhension et les performances des élèves. Donc, pourquoi c'est si compliqué pour les élèves? Plus l'information est riche, plus ils sont obligés de prendre des décisions. Et ça a un coût. Et tous les élèves n'ont pas les compétences pour prendre les bonnes décisions. Il faut organiser son propre parcours. Par quelles étapes je passe? Il faut se représenter le document. Le document est riche. Mais on sait que pour pouvoir étudier un document de manière efficace, il faut déjà en avoir une première représentation au départ. J'ai bien repéré les limites, j'ai bien repéré l'organisation générale du document. Je dois être capable de tisser des liens entre les informations. Si je clique pour aller consulter une autre information, il faut que je comprenne la relation qui existe entre l'information que je viens de lire et celle que je vais lire. Or, ça, on sait que ça a un coût cognitif important, et donc il faut essayer de maintenir de la cohérence. Et donc les élèves, à force de sauter d'une information à une autre, peuvent être dans une difficulté à maintenir cette cohérence. Je vous présente un exemple assez illustratif que j'aime beaucoup. Donc, une étude qui a été menée à Taïwan par des collègues donc, taïwanais et hollandais. Ils ont présenté à des jeunes collégiens, on va dire, à Taïwan, des documents pour étudier des plantes. Et ils ont comparé 3 situations. Vous avez des élèves avec une tablette qui présentent un document dans lequel vous avez du texte et une image qui représente les feuilles de la plante, la ramification, les structures de la plante. Vous avez 3 situations. Celle de gauche, vous avez les élèves qui restent dans la classe et qui consultent la tablette. Ceux du milieu vont dans une serre botanique, vont étudier la vraie plante, en vrai, mais ils n'ont plus que le texte. On leur a enlevé les images de la ressource tablette qu'ils avaient. Donc, ils prennent la tablette avec eux sur le site, mais on leur a enlevé l'image. En revanche, ils ont la vraie plante. 3e possibilité, on redonne le document complet, texte et image, mais l'élève, cette fois-ci, a la plante devant lui. À votre avis, quelle est la situation pédagogique qui a amené les meilleures performances en termes de mémorisation et de compréhension du cours par les élèves? Là, combien? Quand il y a la plante, ouais. OK. En fait, non, pas exactement. Ah oui, sinon je ne vous poserai pas la question. En fait, ah oui, je vous parle de piège. Donc ici, ce que nous montre cette étude, que je trouve très intéressante, c'est que si vous mettez l'élève face à la plante, ça n'est utile que si vous enlevez les images de la tablette. Pourquoi? Parce que vous mettez 3 sources d'information pour l'élève. Ça peut paraître simple comme ça, mais pour l'élève, ça a un coût. Ça a un coût cognitif, pourquoi? Parce qu'il doit faire la comparaison entre l'image et la plante réelle. Déjà, c'est un premier coût. Plus le texte. Donc, il va falloir qu'il intègre les choses, 3 sources d'information. Autre problème, c'est que l'image et la plante réelle, fondamentalement, apportent la même information. Donc, vous l'obligez à faire un effort de repérage des convergences, alors qu'en fait, ça dit la même chose. Donc, voilà ce que montre l'étude. 2 sources d'information maximum, généralement du verbal, ça peut être du texte, ça peut être le discours de l'enseignant, et une image, si vous voulez, ce qu'on appelle le pictural, avec des graphiques, ce que vous voulez, mais donc 2 sources d'information, pas plus. Et ça, les travaux le montrent très bien, ça a été répliqué maintes et maintes fois. Donc, c'est la théorie d'apprentissage multimédia de Richard Mayer, donc, qui nous dit qu'il faut éviter de multiplier, justement, les formats de présentation et se restreindre à ce que je viens de vous dire, à une information picturale et une information verbale. Et vous verrez que les performances des élèves s'en trouveront meilleures. OK, ensuite, je mets en place du numérique. Et souvent, on se dit, les élèves vont s'engager, ça va être formidable. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut les accompagner, il faut leur donner des compétences pour pouvoir étudier efficacement des ressources numériques. C'est ce que je vais essayer de vous montrer ici avec une étude de Mason, donc qui présente quelque chose de tout simple. Alors ça, on aurait pu le faire en papier, hein, sans problème. Vous présentez un texte et une image. Donc, si j'applique la théorie de l'apprentissage multimédia dont je viens de vous parler, c'est du multimédia. Hein. Techniquement, c'est du multimédia. Vous avez une image, vous avez un texte qui apportent tous les deux des informations complémentaires utiles pour apprendre. Et là, on demande à des apprenants d'étudier ce document et on enregistre leur mouvement oculaire. Donc, on va savoir exactement ce qu'ils lisent à quel moment. Vous avez un premier profil qui se dégage. Vous avez des apprenants qui vont surtout lire le texte.
Donc, vous voyez ici, les points rouges, ce sont les fixations oculaires, c'est-à-dire c'est des moments où l'apprenant fixe son attention et est en train de lire et essaie de comprendre. Donc, on voit qu'il y a un profil qui ne traite pas l'image, fondamentalement. Un autre type de profil qui va traiter le texte et l'image, mais de manière plutôt séparée. Et vous avez un troisième type de profil qui traite le texte, qui traite l'image, mais surtout, il y a beaucoup d'allers-retours entre le texte et l'image. Je vous repose la question. Entre les trois situations, A, B, C, on va dire, à votre avis, laquelle apporte les meilleures performances en termes d'apprentissage? La C? La A. Bon, déjà, si vous n'êtes pas d'accord, ça prouve qu'il n'y a pas d'évidence. C'est ça qui est intéressant. Et effectivement, il n'y a pas d'évidence. Je vous montre les résultats. Les pires, ce sont les A. Pourquoi? Parce qu'ils ne traitent pas l'image. Or, l'image, elle a une fonction. Elle apporte une information utile. Donc, déjà, ça veut dire que spontanément, on a des apprenants, des élèves, qui ne vont pas traiter l'ensemble du document. Ensuite arrivent en second ceux du milieu. Ils ont traité l'image et le texte, donc ça va mieux, puisqu'ils ont pris en compte des informations apportées par l'image. En revanche, vous l'avez compris, les meilleurs sont ceux de droite, c'est-à-dire qu'ils vont faire un effort utile à l'apprentissage, à essayer d'intégrer ce qu'ils lisent avec ce qu'ils voient. Et ils font le matching, si vous voulez, la correspondance entre les deux. Et c'est ce qu'on appelle donc des processus d'intégration, et c'est un effort cognitif utile pour la mémorisation et la compréhension. Donc, ça marche. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il ne suffit pas de donner des ressources numériques pour que ça fonctionne. Il faut accompagner les élèves. J'en reparlerai dans mon deuxième volet. Même chose, je vais vous parler brièvement d'un projet qu'on a mené dans des collèges, notamment avec Sabine Martin, qui est là. Donc, on s'est intéressé à la façon dont les élèves pouvaient développer, on va dire, un esprit critique, entre guillemets, face à des vidéos dans l'éducation au développement durable qui présentaient des arguments parfois contradictoires. Donc, on a présenté des vidéos où on espérait que les élèves soient un peu actifs, c'est-à-dire reviennent en arrière, comparent des arguments différents présentés dans la vidéo. Et comment les élèves regardent les vidéos? Donc, on a fait des études à chaque fois auprès de 600 élèves. On a répliqué ce résultat à chaque fois quasiment. On a repéré 3 profils d'élèves. Ceux qui vont lire une fois la vidéo, ils mettent play, une fois que c'est fini, terminé. Ceux qui vont juste relire une deuxième fois, voire une troisième fois la vidéo, mais c'est tout. Ils ne sont pas plus actifs que ça. Et vous avez un troisième type d'élèves qu'on attendait un petit peu, qui eux sont plus interactifs. C'est-à-dire qu'ils vont faire des pauses, ils vont revenir en arrière, ils vont repartir en avant. Ils sont actifs dans leur exploration des arguments et de la vidéo. Voilà la proportion des élèves. Vous avez en gros 42% et 46% des élèves. Donc, vous avez quand même 88% des élèves qui sont relativement passifs. Alors, ça ne veut pas dire que cognitivement, ça fonctionne pas, hein. Mais ça veut dire que dans l'exploration du document, ils sont relativement passifs. Et vous n'avez que 12% des élèves actifs, vraiment. Et d'ailleurs, ce sont 12% d'élèves bons, généralement, qui fonctionnent bien. Donc, on voit qu'il n'y a rien d'évident. Ce n'est pas parce qu'on donne une ressource que les élèves savent manier cette ressource et l'étudier de manière efficace. Autre exemple, la question des animations et des vidéos qui peuvent être exigeantes. Souvent, on utilisait des vidéos. Le numérique s'y prête très très bien. On utilise déjà les vidéos en cours depuis longtemps. Mais voilà, on le voit avec Internet, avec les ordinateurs, avec les tablettes, c'est encore plus facile. On se dit la vidéo va être attractive, va être intéressante, et puis on va arriver à faire comprendre des choses qu'on aurait du mal à faire comprendre au niveau statique. Donc, je vous ai pris l'exemple de Mobridge. Vous avez le galop du cheval ici, en haut à gauche, qui est représenté, donc découpé en photos. Donc, vous avez des photos statiques. Et là, si vous demandiez à des élèves d'essayer de comprendre la dynamique du galop du cheval, c'est pas évident, à partir de simples images statiques, puisque mentalement, vous devez reconstruire ce qui se passe, vous devez simuler ce qui se passe. Or, c'est un coût cognitif. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? On met en place une vidéo qui montre en réel le galop du cheval. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler. Vous avez exactement les mêmes images mises en animation. Là, on se dit, bon, ben, c'est très bien, les élèves vont mieux comprendre la dynamique, sauf que ça impose plein de nouvelles difficultés. Vous ne savez pas où regarder en premier. Tout bouge simultanément. Est-ce que je regarde les pattes antérieures? Est-ce que je regarde les pattes postérieures? Ah, c'est dommage, je regardais ça, il s'est passé autre chose là-bas. Je fais des va-et-vient. Est-ce que je regarde le jockey? Il n'a aucune utilité. Tout ce qui est en mouvement attire l'œil. Donc, en fait, et puis ça va trop vite. Je n'ai pas mémorisé ce qui s'est passé. Donc, on voit que les vidéos posent de nouveaux problèmes que ne posent pas le statique, les images statiques. Donc ça a été parfaitement étudié. Je vous ai fait une synthèse ici rapide des problèmes des vidéos. Dans les vidéos, on a souvent l'attention qui peut être détournée par des détails séduisants. Vous savez, donc des vidéos qui sont bien faites, très professionnelles, je dirais un peu chargées. Ben en fait, ça détourne l'attention. C'est pas une bonne idée au plan pédagogique. Il vaut mieux des choses très simples.
Vous avez la difficulté pour les élèves à repérer ce qui est pertinent. Il y a beaucoup d'informations, il y en a plusieurs qui bougent simultanément. Où doit se porter mon attention? Qu'est-ce que je regarde à quel moment? Vous avez la difficulté à mémoriser les étapes. Si je reprends le galop du cheval, c'était quoi les étapes? Vous êtes incapable de me le dire, parce que c'est du continu. Alors que les images statiques, vous avez représenté les 4 étapes en fait, du galop du cheval, ligne par ligne. Donc on a du mal, à cause de cette information justement transitoire, les informations ne restent pas la plupart du temps. Et votre mémoire, la mémoire des élèves, n'est pas en capacité de maintenir tout ce qui se passe. Donc, il y a aussi la nécessité de coordonner ce qui se passe au niveau spatial et temporel. Si je reprends mon cheval, imaginons que vous n'avez jamais trop vu de cheval, il faut déjà que je comprenne comment est structuré un cheval. Il y a 4 pattes, comment elles sont foutues, ok, à quelle distance, il y a une tête, ça prend du temps. Or, si vous jouez déjà l'animation, l'élève ne peut pas se concentrer à la fois sur les aspects fonctionnels qui bougent et à la fois la structure. Donc, ça veut dire que déjà, il y a 2 niveaux qu'il va falloir traiter séparément dans un premier temps. Je vous présente un autre exemple avec les vidéos. On utilise donc toujours dans le projet d'IMED qu'on a mené avec des collèges et des collègues dans la région d'Occitanie. On a présenté ici donc ce sont des acteurs qu'on a fait jouer et on les a fait passer donc soit pour un scientifique, soit pour un agriculteur, soit pour un tout venant qui est en train de faire ses courses. Et on a demandé aux élèves donc d'étudier, de visionner ces différentes vidéos. Sachant que la question que posait la vidéo, c'était de savoir si en 2050, on pourrait encore nourrir est-ce qu'on pourrait nourrir la planète uniquement avec de l'agriculture biologique? Donc c'est une question qui est débattue, scientifiquement, techniquement. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Donc on a présenté ça aux élèves pour voir si en gros les élèves étaient sensibles à certaines sources d'information plutôt que d'autres. Les élèves sont sensibilisés au fait, alors les élèves de 5e, encore une fois, normalement ils sont sensibilisés au fait qu'un scientifique, généralement, il a un discours plutôt argumenté, étayé. On peut peut-être lui faire confiance, évidemment, s'il est spécialiste de la question dont il parle, plutôt que quelqu'un qui fait ses courses. D'accord? On a donc demandé aux élèves de visionner ces vidéos. En gros, vous avez ici l'évaluation en pré-test, post-test 1, post-test 2. J'explique. Donc, en pré-test, avant de visionner les vidéos, on a interrogé les élèves sur la crédibilité des sources. En gros, est-ce qu'ils accordent du crédit aux experts scientifiques, aux agriculteurs et à des tout venants? Et en pré-test, vous remarquerez que, en gros, le scientifique et l'agriculteur, globalement, ils sont assez proches, parce que l'agriculteur a une légitimité quand même d'expertise par rapport à l'agriculture. Ils sont relativement considérés comme crédibles tous les deux. Par contre, le tout venant, vous remarquerez que non, les élèves sont capables de vous dire non. Un tout venant, il n'y a pas de raison que j'accorde plus de crédibilité à cette personne qu'un scientifique. Et j'accorde pas plus de confiance. Je ne vais pas après rentrer sur les post-tests 1 et 2. Ce qui est intéressant en revanche, c'est quand on a interrogé ensuite les élèves après qu'ils aient visionné les vidéos, de savoir s'ils étaient capables de remobiliser les arguments qu'ils avaient vus. Et surtout, on les a interrogés pour savoir qui avait raison finalement, entre le scientifique qu'ils avaient vu, l'agriculteur qu'ils avaient vu, et le tout venant qu'ils avaient vu. Et là, c'est assez surprenant. Les élèves donc, qui avaient juste ce binôme scientifique-agriculteur vont vous dire que les deux avaient raison. Scientifique à 27%, l'agriculteur à 30%. Jusque-là, pourquoi pas? C'est cohérent puisqu'ils ont dit qu'ils leur faisaient confiance à peu près de manière équivalente à tous les deux. Là où ça devient amusant, c'est quand on compare le scientifique à un tout venant et un agriculteur à un tout venant. Quand je compare un scientifique à un tout venant, on a quand même 38% des élèves qui considèrent que les deux avaient raison. On a quand même 22% qui trouvent que le tout venant avait raison par rapport au scientifique, et vous n'avez plus que 40% finalement qui pensent que le scientifique avait raison. Même chose avec l'agriculteur, on a à peu près les mêmes résultats. Et quand on regarde, si vous voulez, la façon dont ils ont regardé les vidéos, la façon dont ils remobilisent ensuite les arguments dans un test à la fin, ils traitent les arguments, si vous voulez, au même niveau, quelle que soit la source. Ils sont capables de vous dire formellement, oui, l'expert scientifique, on peut lui faire confiance, la crédibilité sera meilleure, mais quand ils sont dans le traitement de la vidéo, ils oublient la source. Et c'est cohérent avec les travaux sur le papier. C'est-à-dire qu'on sait que les élèves de 5e de cet âge-là prennent peu en compte les sources et traitent uniquement le contenu et les arguments. Et donc, on voit que même sur une vidéo avec des vrais gens où on pourrait penser que la source, elle s'impose par rapport au papier où il y a juste le nom de l'auteur, eh bien non, c'est pareil, on a les mêmes résultats et ça, c'est intéressant. Ça va? Donc, je vous ai présenté quelques pièges classiques. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un point de question ou je ne sais pas? Oui, on a quelques questions. La première, donc, une première question qui remonte, c'est que souvent, le sentiment de maîtrise de l'outil numérique
qui peut être insuffisant chez les élèves, peut-il aussi influencer négativement son apprentissage, son engagement dans la tâche? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors on a fait des études là-dessus aussi dans le laboratoire. On s'est intéressé en fait à ce qu'on appelle le sentiment d'auto-efficacité, ce sentiment de maîtrise en fait des outils. Et en fait, il faut le comprendre à deux niveaux distincts. Il y a le sentiment d'auto-efficacité dans l'utilisation de l'outil, je dirais d'un point de vue technique. Par exemple, je vous mets une tablette entre les mains. Est-ce que vous savez l'allumer? Est-ce que vous savez lancer une application? Est-ce que vous savez désinstaller une application? Et après, il y a l'autre volet qui est le volet pédagogique. Est-ce que je sais faire ma tâche d'apprentissage, réaliser mon exercice avec l'outil? Ce qui est deux choses qui peuvent être différentes. Et là, on a remarqué dans les travaux, donc on a fait, je vous en dirai un petit mot après, une étude, un projet de recherche pendant 4 ans à l'université, avec un collège, avec aussi des lycées. On s'est aperçu que le facteur qui explique des difficultés chez les élèves, c'est pas le sentiment de maîtrise de l'outil, mais bien le sentiment d'être compétent dans la tâche d'apprentissage à réaliser avec l'outil. Typiquement, la lecture. On a demandé à des élèves, donc j'ai une de mes doctorantes, Sandrine Rome, donc qui est professeure des écoles, qui a montré que des élèves de cycle 3, vous leur donnez une tablette, ils se sentent plus ou moins capables de l'utiliser efficacement en termes techniques, parce qu'ils n'en ont pas forcément tous à la maison. Mais ça ne joue pas du tout sur les performances en suivant. En revanche, vous avez les élèves qui ont un sentiment de ne pas être très bons lecteurs ou de ne pas savoir trop lire sur ces outils-là. Eux, ils ont les performances qui chutent. Donc, le sentiment de maîtrise, c'est plus lié à la tâche qu'à l'utilisation de l'outil. Ensuite, on a plusieurs questions qui vont un petit peu dans la même direction. La question, parce qu'à un moment, il a été présenté la limite de 2 sources d'apprentissage. Ouais. Et donc, une des personnes demandait si c'était vrai, quel que soit le niveau de classe ou l'âge, ou si avec l'âge, finalement, on pouvait augmenter le nombre de sources. Tout à fait. Alors, ce que je n'ai pas précisé, parce que je suis allé un peu vite, évidemment, là-dessus, plus les élèves sont bons au sens qu'ils ont des connaissances déjà dans le domaine, ils ont déjà des habiletés, plus effectivement, ils sauront dépasser certaines limites du nombre de sources. Néanmoins, même chez l'adulte, même chez l'étudiant, on sait que dès qu'on dépasse 2 sources d'information simultanées, on complique énormément les choses. Donc, si on peut utiliser plusieurs sources, oui, mais la recommandation, c'est de le faire en séquentiel. C'est-à-dire de ne pas tout mettre à disposition tout d'un coup. C'est de proposer par étapes. Et là, ça marche beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'un élève qui a l'habitude, qui est compétent, qui est habile, qui sait s'autoréguler, lui, il sera moins impacté effectivement par ça. Oui, une autre question qui revient aussi, hein, c'est, comme vous l'avez dit un petit peu par rapport à ces limites de mobilisation cognitive, si l'utilisation du numérique ne risque pas de mettre l'élève en situation de double tâche cognitive, justement. Oui, ben c'est un peu ça. Il y a des outils... comment dire, alors déjà, il y a l'utilisation pour avoir des outils complexes, parce qu'ils n'ont pas été très bien conçus, on va dire qu'ils ne sont pas très ergonomiques, qui demandent un temps d'apprentissage juste technique pour pouvoir utiliser l'outil. Donc là, on a typiquement une double tâche. Mais on peut avoir une double tâche aussi due au fait, effectivement, que l'outil propose trop d'informations, trop de richesses, trop de fonctions. Et dans ce cas-là, vous créez une désorientation de l'apprenant et ça devient une double tâche. C'est gérer ma situation avec l'outil et apprendre, ou gérer les contenus. Donc là, oui, on peut avoir une situation de double tâche. C'est pour ça qu'il faut que l'utilisation de l'outil soit la plus, je dirais, simple possible, la plus transparente possible, la moins exigeante possible. Et si on pousse les choses à leur extrême, à partir du moment où quelqu'un doit apprendre à utiliser un outil, c'est que ça ne va pas. Il faut partir de ce principe-là. Si je dois passer 2 heures à juste leur faire apprendre comment on utilise l'outil, c'est que l'outil n'est pas très adapté. Je pousse à l'extrême. Évidemment, vous allez me dire, il y a des outils qui sont formidables, mais il faut quand même passer par l'outil. Et enfin, une dernière question sur cette première partie de présentation. Ouais. Par rapport à l'étude qui a été présentée, donc on a bien compris que c'était compliqué finalement de faire prendre en compte aux élèves la source, alors que c'est quand même un des enjeux de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, quels conseils vous pourriez donner aux enseignants de type d'activité ou de tâches à faire? C'est une question complexe. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire justement, c'est ce qu'on a mis, je vais en dire un tout petit mot après, on a mis en place ce qu'on appelle des prompts. C'est-à-dire que durant le visionnage de la vidéo, vous avez une petite question qui apparaît
et qui demande à l'élève de s'interroger sur la personne qui parle et est-ce que tout d'un coup son argument est intéressant par rapport à qui elle est. C'est-à-dire que vous incitez l'élève online, pendant l'activité, tout d'un coup, à s'interroger sur quelque chose qu'il ne ferait pas. Je ne vous cache pas, les effets sont légers. Voilà, je ne vais pas vous dire que c'est la panacée, ça marche moyennement. Il y a plein d'autres travaux. Alors là, je vous parlais de la vidéo, parce que nous, on a travaillé sur les vidéos. Vous avez les travaux de Jean-François Rouet, que je vous recommande aussi, ou Monica Macedo, qui sont très intéressants, justement, sur la prise en compte des sources d'information et comment ça se développe avec l'âge. Donc, quand on va arriver vers la fin du collège, début lycée, donc là, on voit qu'il y a une meilleure prise en compte des sources, et quel est l'effet aussi de l'éducation média. Donc, il y a beaucoup de travaux et des façons des exercices, des choses. Donc, je vous recommande voilà, ces auteurs-là qui sont très, très, très bien pour ces questions. On va peut-être poursuivre sur la deuxième partie. Alors, justement, on a commencé un peu à en parler. Je vais vous proposer quelques pistes pour contourner des difficultés. Alors, je vais reprendre brièvement, je ne vais pas rentrer dans le détail, un petit article que j'ai publié qui est en ligne, gratuit, voilà, qui est assez facile, je pense, d'accès quand on n'est pas expert du champ, sur la question du guidage, en fait, dans les situations numériques. En fait, on s'aperçoit, comme je vous disais, le numérique, ça peut être très riche, ça peut être très intéressant, mais souvent, on oublie de guider l'élève, on oublie de l'accompagner dans ces ressources-là. Donc là, je me suis basé sur les travaux, les revues de littérature, les méta-analyses. Voilà ce qui ressort, en fait, à l'heure actuelle, des travaux sur ces questions. Première idée, il faut aider les élèves à sélectionner l'information pertinente. Il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, éliminer tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est décoration, tout ce qui est habillage, tout ce qui est là pour faire joli ou quoi. En fait, la plupart du temps, la plupart des travaux montrent que ça détourne l'attention, ça n'apporte rien. Et ça n'apporte pas une motivation majeure qui fait que tout d'un coup, l'élève se met à travailler. Signaler l'information. Vérifier que dans les sources qu'on utilise, à un moment donné, l'information pertinente est mise en évidence. Là, je vous ai pris une signalisation toute bête. Vous mettez en lumière des informations que vous jugez pertinentes. On aide tout simplement l'élève à focaliser son attention sur ce qui est important. Vous pouvez le faire aussi avec le doigt au tableau. Il y a des travaux qui travaillent là-dessus aussi, sur le rôle de l'enseignant avec le bras. Donc, en fait, ça marche. Oui, ça aide. En fait, tout système qui aide l'apprenant à comprendre où est-ce que je regarde et qu'est-ce que je traite. Donner des instructions précises. Alors, vous allez voir, en fait, je vous dis tout de suite les conclusions de mon intervention, c'est qu'en fait, je vous fais des recommandations pédagogiques, pas pour le numérique. Vous allez voir, tout ce que je vous propose ici, c'est valable pour le pédagogique. Ici, les instructions. La plupart des travaux montrent que justement, dans le numérique, on est désorienté, il y a beaucoup de choses, etc. Et bien, comme en pédagogie classique, entre guillemets, donner des instructions extrêmement précises. Et les travaux le montrent que plus vous êtes précis sur ce que doit faire l'élève, où il doit aller, qu'est-ce qu'il doit regarder pour faire quoi, et bien tout d'un coup, on réduit énormément certains problèmes qu'on avait observés dans mon premier volet. Autre point intéressant, alors ça c'est un peu plus lié au numérique, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle donc des exemples de parcours oculaire. On présente à l'élève ce que ferait un très bon élève. Et on a enregistré le mouvement oculaire de l'élève idéal, on va dire. Et en fait, ça sert de modèle, tout simplement, pour que l'élève comprenne « Ah, c'est là-dessus qu'il pose son regard. Ah, c'est toujours là qu'il va regarder à chaque fois. » Ça aide l'élève à comprendre tout simplement quelles sont les zones de pertinence dans la ressource que je lui présente. Donc ça, il y a des travaux récents qui montrent que, depuis une dizaine d'années en tout cas, qui montrent que ça marche pas mal. Donc, aider les élèves à sélectionner l'information. Maintenant, il faut les aider à organiser l'information en mémoire. Vous savez que plus vous organisez les informations en mémoire, plus c'est facile de les maintenir, plus c'est facile de donner du sens ensuite. Et donc là, on a fait des travaux, évidemment, qui montrent clairement que si vous offrez une représentation comme ici, une carte mentale, ou appelez ça comme vous voulez, une carte conceptuelle, qui représente comment est organisé le document, vous simplifiez ensuite l'exploration numérique du document. Autre point, les vidéos. Je vous ai parlé des vidéos avec le galop du cheval. Des travaux qui montrent, alors il y a plein d'autres choses à faire, mais ça marche bien, c'est chapitrer les vidéos, arriver à segmenter de manière, en faisant du sens évidemment, on ne segmente pas n'importe comment, en unité de sens pour l'élève. Donc je fais la première unité, on passe du temps dessus, éventuellement on repasse dessus, hop, je fais la deuxième unité, plutôt que de balancer la vidéo et les laisser se débrouiller avec. Et ça marche, ça améliore les résultats. Troisième type de guidage intéressant, c'est aider à intégrer. Je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a du texte, il y a de l'image, mais on a vu que les élèves, ils ne font pas forcément l'intégration entre les deux. Donc, il y a des travaux qui se sont intéressés à ça. Vous avez les incitations, les prompts, que je vous ai expliqué tout à l'heure dans les vidéos. Vous avez des petits messages qui apparaissent, des petites incitations qui vont dire à l'élève, tiens, est-ce que tu as réfléchi que tu pourrais aussi regarder là et là? Et en fait, on les incite à s'interroger sur des points qu'ils n'auraient pas fait spontanément.
Donc, les travaux montrent que ça peut marcher tout à fait. Les vues d'ensemble graphiques, ce que je vous ai présenté tout à l'heure aussi, ça aide. Ça aide parce que si vous avez une bonne représentation des chapitres du document, comment les informations sont organisées, ben, pour les croiser, après, ça va être beaucoup plus facile. La contiguïté spatiale, ça aussi, c'est pas propre au numérique. La contiguïté spatiale, je vous ai pris un exemple tout bête, c'est quand vous avez une image et que vous avez du texte, ici une légende par exemple, si vous séparez les deux, ben, vous réduisez les chances pour l'élève d'arriver à mémoriser. Pourquoi? Parce que vous l'obligez à faire des allers-retours entre le texte et l'image, alors que si vous intégrez les deux, il peut directement focaliser sur la zone de l'image pertinente et sur le texte qui correspond. C'est pas grand-chose, hein, mais ça aide. Et c'est pas propre au numérique, encore une fois. Et on peut le faire ici aussi, vous voyez, avec des codes couleurs. Vous aidez tout simplement les élèves à repérer les correspondances pour pouvoir intégrer l'image et le texte. Quatrième type, les procédures et stratégies. Je vous en ai déjà dit un petit mot. C'est pas parce que je donne du numérique qui est très moderne, qui est très professionnel, qui est très riche, etc., encore une fois, que l'élève va savoir comment l'utiliser. Quand je dis l'utiliser, ça veut dire apprendre avec, hein. Ça ne veut pas dire au niveau technique. Ben, ici, on sait que imposer les étapes de traitement, c'est une bonne idée. C'est-à-dire, il faut séquencer l'activité pédagogique, il faut éviter à tout prix de lancer les élèves face à l'ordinateur en disant, ben, voilà, lance et puis maintenant, essaie de te débrouiller avec. Ça marche beaucoup moins bien, donc il faut séquencer, il faut les accompagner et il faut leur expliquer par quelles étapes ils doivent passer. Typiquement, je vous donne un exemple, les vidéos. Vous jouez la vidéo une fois et vous dites aux élèves, essayez de repérer juste quels sont les 3 éléments importants dans la vidéo. N'essayez pas de comprendre, juste qu'est-ce qui est important. OK, on rejoue la vidéo. Maintenant, essayez de comprendre quelles sont les positions des éléments à telle étape et à telle étape. Ah, OK. Maintenant, essayez de comprendre comment ces éléments interagissent. Vous les aidez étape par étape. Et là, vous augmentez les performances. Inciter à suivre des stratégies. Vous pouvez connaître, évidemment, comme on enseigne, je dirais, les élèves à lire des textes, à étudier des textes, ben, il faut leur enseigner à comment j'étudie une vidéo, comment j'étudie des ressources multimédia. Et là, on a des stratégies aussi typiques qu'on peut recommander. Par exemple, apprendre que si je veux bien apprendre, il faut que je croise l'information du texte et de l'image, il faut que je fasse cet effort. Ça devient une stratégie qu'on peut enseigner. Et enfin, je retrouve mes modèles de mouvement oculaire. En gros, c'est ce que ferait un très bon élève ou l'enseignant ou un expert. Et donc, ça montre un peu la séquence par quelles étapes on passe en termes de prise d'information. Et ça, les travaux montrent que ça marche aussi. Alors attention, je ne dis pas que ça marche systématiquement, il faut l'adapter. Il y a plein d'autres facteurs, évidemment, qui vont venir modérer tout ça. Dernier type de guidage. On met les élèves face à des ressources numériques. Souvent, on a l'illusion de penser qu'en gros, ils seront autonomes, hein, parce que l'outil lui renvoie des feedbacks tout de suite, etc. Donc, en gros, ils se débrouillent. Et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Certes, les feedbacks ont un effet utile. Donc là, je vous le dis. Les feedbacks, notamment, qui poussent les élèves à faire de l'auto-explication, de l'auto-questionnement. C'est-à-dire, je vous ai pris un exemple ici, maintenant, vous devriez vous demander si vous avez retenu toutes les idées importantes présentées dans la vidéo. Vous avez cette information, cette instruction. Alors, ça peut être l'enseignant qui le dit, hein, ça peut être le système, peu importe. Mais on pousse l'élève, finalement, à aller revoir la vidéo et se réinterroger par rapport à la vidéo autrement. Et donc, on l'apprend un peu à faire du méta, donc essayer de prendre du recul sur son propre apprentissage. Donc, certains travaux montrent que ça aide. Et il faut l'aider à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste l'aider à organiser son apprentissage, mais à s'interroger, par exemple, est-ce qu'il a bien compris ? Comment il voit la suite? Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire autrement? Une autre stratégie. Et en fait, plus on multiplie ce genre de questionnement, meilleures sont les performances. OK, bon, ça je vais passer rapidement, en gros, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, pour résumer un petit peu ici, il faut qu'on aide les élèves à sélectionner l'information, à l'organiser, à intégrer les sources d'information, à mettre en place les bonnes stratégies et à réguler leur apprentissage, c'est-à-dire être autonome. Mais être autonome, ça ne veut pas dire je vous laisse seul. Je vous accompagne dans l'autonomie. Et ça, c'est important. J'ai encore un peu de temps ou pas? Vous me contrôlez, hein, parce que je n'ai pas surveillé à quelle heure on a démarré. Ouais. Alors, pour essayer de réfléchir à l'intégration des outils maintenant dans le domaine de l'éducation, on a travaillé aussi dans le cadre d'un projet, le projet ANR l'ETACOP. Je vous ai mis le lien si vous voulez aller voir. Il y a des rapports de recherche, des choses accessibles. Je vous fais très court, évidemment, je ne vais pas vous présenter tous les travaux qu'on a menés, mais on s'est questionné sur la question de l'acceptabilité, c'est-à-dire est-ce que les élèves sont prêts à utiliser les outils? Est-ce que les enseignants sont prêts à utiliser les outils? Et les outils dont je parle ici, ce sont les tablettes.
Pourquoi? Parce que beaucoup d'établissements ont reçu un ensemble de tablettes et on s'est aperçu que certains enseignants utilisaient les outils de manière régulière depuis plusieurs années quand ils en avaient eu. D'autres avaient arrêté de les utiliser. D'autres n'en avaient pas, mais souhaiteraient en utiliser, et d'autres ne souhaitent pas du tout en utiliser. Donc, on avait tous les profils d'enseignants qui ont répondu à l'enquête, donc sur Aquitaine et Occitanie. En gros, je vous donne les résultats des études. Côté élèves, si on veut que ça fonctionne, et ça répond donc un peu à la question de tout à l'heure, il faut utiliser des ressources faciles à utiliser. C'est-à-dire que les élèves, sinon, vous les détournez de l'apprentissage s'ils focalisent sur l'outil. Il faut guider, accompagner l'élève dans la tâche d'apprentissage, c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Donc ça, nos travaux ont confirmé que ça, enfin, en tout cas avec les tablettes, ça marchait. Côté enseignant, c'est là où c'est intéressant aussi, je pense. Si on veut aider les enseignants à utiliser de manière intéressante, je dirais, les outils pour la pédagogie. En fait, déjà, on le sait très bien, il faut soutenir les enseignants. Soutenir, ça ne veut pas dire juste donner des outils, hein. On est d'accord. Ça veut dire qu'il faut des personnels techniques derrière qui accompagnent, mais aussi il faut des compétences pédagogiques avec l'outil. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec ce genre d'outil? Quel type de ressources existe et comment je pourrais l'utiliser avec mes élèves, peut-être pour faire autrement? Et en fait, si on n'a pas les infos, si on n'a pas la formation, ça peut être compliqué. Mais surtout, je trouve le résultat plus intéressant de cette étude, c'est qu'on pensait, on a interrogé les enseignants pour voir si ceux qui utilisaient les outils étaient ceux qui pensaient que c'était vraiment utile pour les élèves, ces outils. Et en fait, non. Le fait de penser que l'outil, le numérique, la ressource est utile ou pas pour les élèves n'explique pas du tout que certains enseignants utilisent ou n'utilisent pas l'outil. En revanche, ce qui marche, c'est ce que je vous ai mis ici, les enseignants qui utilisent les outils sont ceux qui pensent que ce sont des outils utiles pour leur pratique d'enseignant, avant de penser à l'élève. Donc, si on veut que les enseignants utilisent de manière intéressante les outils, il faut d'abord s'intéresser aux pratiques enseignantes. Il faut d'abord penser les outils avec les enseignants pour la pratique enseignante. Et si ça fonctionne, il n'y a pas de raison que les élèves n'en bénéficient pas. Je finis là-dessus parce que c'était la commande, mais on m'avait fait une commande un peu chargée. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu long aussi. Les Learning Analytics, et ça permettra peut-être de faire le pont ensuite avec la table ronde. Les Learning Analytics, donc, c'est un terme très à la mode, je vous ai mis le terme consacré, qui regroupe plusieurs choses. Ça regroupe en gros tout ce qui est l'analyse des données en éducation, avec les statistiques, comment je visualise des données par exemple d'apprentissage, de ce qu'ont fait les élèves, comment j'interprète les données, comment j'utilise l'intelligence artificielle. Donc c'est toute cette idée des big data, si vous voulez, des Learning Analytics, des deep learning, etc. Donc comment je vais extraire toute cette masse d'informations, de données pour en faire quelque chose utile pour l'éducation. Alors la question est vaste, hein. Là, je vous ai mis un tableau de bord, par exemple, typiquement utilisé pour représenter des données d'apprentissage aux élèves, par exemple, ou à l'enseignant. Ça renvoie à la question des tuteurs intelligents, qui n'est pas nouvelle. C'est-à-dire, quand j'ai une ressource numérique qui prend des décisions, entre guillemets, à la place de l'enseignant et qui va proposer d'accompagner l'élève dans son activité. Vous avez une méta-analyse donc, de 2014 qui montrait déjà à ce moment-là, donc, tout outil donc, qui permettait de faire un diagnostic cognitif, c'est-à-dire on voit si l'élève a bien réussi ou pas, s'il y a des difficultés, s'il est tombé dans certains pièges, etc. Et l'outil va proposer des remédiations. Donc, par exemple, je vais présenter de nouvelles informations à l'élève, je vais lui assigner de nouvelles tâches, je vais lui faire certains feedbacks, je vais répondre par exemple à des questions de l'élève, ou encore j'ai des prompts, comme je vous disais tout à l'heure, des petits messages qui apparaissent incitatifs pour l'aider à réfléchir à certains aspects de son apprentissage. Donc, il y a différentes fonctionnalités. Globalement, les résultats montrent que ces outils sont pertinents, mais pas meilleurs que le tuteur humain. Donc ça, déjà, je vous le dis. Des fois que vous en douteriez encore. Mais je vais vous rassurer après, parce que on en discutait avec Sabine tout à l'heure. Pourquoi ça marche? Ça marche à un moment si vous avez une tâche d'apprentissage très particulière, très précise. Et là, vous pouvez concevoir l'outil pour qu'il réponde de manière efficace. Mais l'outil qui serait comme un enseignant qui saurait s'adapter, quelles que soient les tâches, quel que soit l'élève, je ne le connais pas encore. Et même avec l'IA, on en reparlera peut-être après, je ne vois pas encore comment on va faire ça. Donc, je vais finir là-dessus. On a besoin d'avoir un modèle de l'apprentissage et un modèle des tâches pour donner du sens aux traces, à toutes ces données des élèves. Et donc là, je vous présente un modèle tout simple de l'architecture classique des tuteurs intelligents qui nous montre quoi? Qu'on a besoin évidemment de connaissances experts de ce qui est enseigné. Quand vous construisez une ressource numérique intelligente, encore une fois, entre guillemets, hein,
si vous voulez, automatique qui va accompagner l'élève, il faut déjà avoir bien formalisé ce qu'est la connaissance, le savoir qui va être étudié. Donc déjà, ça c'est un travail, vous le voyez déjà vous en tant qu'enseignant, voilà, pour ceux qui font ce travail-là, c'est déjà compliqué. Et là, il faut le rentrer dans une machine. Et ensuite, vous avez besoin du modèle de l'élève. C'est-à-dire, le modèle de l'élève, c'est aussi le modèle de la tâche associée à l'élève. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'élève quand il est en train de résoudre ce genre d'exercice? Quelles sont les difficultés qu'il peut rencontrer? Quelles sont les bonnes procédures, etc. Donc, il faut arriver à implémenter informatiquement ce genre de modèle. Donc, ça veut dire qu'il faut rester sur un périmètre réduit. On ne peut pas faire un tuteur comme ça qui s'appliquerait à toutes les situations. En tout cas, moi, je ne le connais pas. Et donc, il nous faut ensuite guider, prendre des décisions, dialoguer. Et donc, en gros, ce que je vous ai mis ici pour finir, c'est que avoir des données, c'est intéressant, mais il faut arriver à leur donner du sens. Et là, je vous ai pris ce tableau-là. Selon l'orientation que vous prenez, il y a deux sens totalement différents. Et parce qu'à un moment, vous avez un modèle de l'être humain, à gauche, vous percevez un visage humain. D'accord? Et si vous n'aviez pas ce modèle-là, ça reste un tas de fruits mis les uns sur les autres. Le numérique, c'est pareil. Ça peut rester un tas de données, il faut arriver à leur donner du sens, notamment avec l'intelligence artificielle, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Donc, évidemment, cette présentation a suscité des questions. Donc, la première, justement, par rapport au point sur le guidage qui montre que l'intérêt est aussi d'éliminer les informations inutiles, une question qui se pose, c'est l'utilisation de supports de type Geniali qui devrait être pertinent et utile. Mais en fait, cet outil est-il vraiment pertinent en classe, vu la somme d'informations qu'il contient? Et quel guidage dans l'acte d'apprentissage peut-il apporter finalement? Une question. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les ressources dans Geniali, mais s'il y a trop d'informations, effectivement, si on est face à une masse d'informations, on n'est pas dans quelque chose d'efficace. Je vous donne moi un exemple tout bête avec le Covid. Les enseignants ont mis, alors je parle de l'université là que je connais évidemment un petit peu mieux dans la pratique enseignante, je veux dire moi en tant qu'enseignant. Des collègues mettaient des ressources en ligne, ce qui est très bien pour les étudiants qui étaient à distance, en plus des cours des fois qu'on faisait en Zoom. Et là, on a eu le piège, c'est que vous mettez plein de ressources. Et quand vous discutez ensuite avec les étudiants, je leur dis, donc plus je vous en mets, moins vous allez les lire. Et ils me confirment évidemment. Plus vous mettez d'informations, moins ils en lisent. C'est le paradoxe. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des ressources trop riches parce qu'en fait, vous désorientez et vous désengagez l'apprenant. Alors, je vous dis ça, c'est particulièrement vrai pour les élèves, les apprenants qui ont des faibles niveaux de compétences, ou de connaissances, ou de motivation. Voilà. Alors, il y a deux questions qui tournent autour de justement le guidage par rapport aux informations. Une première sur guider vers des informations, mais alors comment finalement utiliser des documents authentiques ou peu didactisés, ce qui est quand même recommandé souvent, ou aller vers des tâches complexes avec des documents composites. Comment c'est possible si on doit en même temps guider? Alors, les documents composites, avec Sandrine Rome, ma doctorante, on a travaillé dessus, avec une version papier et une version sur tablette. On peut travailler sur la complexité. Soit vous avez le contenu complexe, mais vous rajoutez une couche de guidage, c'est-à-dire que vous avez une couche qui représente l'organisation de ce document et qui peut à un moment guider les prises d'informations, mais vous laissez la complexité. Une autre possibilité, c'est tout simplement de réduire la complexité dans un premier temps et vous la faites apparaître petit à petit. C'est-à-dire qu'un document complexe, typiquement, vous gardez un encart, il y a un texte là, on focalise là-dessus et les élèves lisent juste ça. Puis tiens, on va rajouter l'image qui était associée à ça. Puis on va rajouter ensuite le graphique qui expliquait ça. Et on fait du pas à pas, en fait, tout simplement. Et là, on va retrouver la complexité. Et après, on peut entraîner l'élève. Maintenant, tu es face à ce genre de document, comment tu t'y prends? Donc le guidage, il peut être aussi dans une présentation pas à pas et on lui apprend les bonnes étapes pour lire le document plutôt que parfois se disperser. Je vous en donne une très simple aussi dont je n'ai pas parlé. Ce qu'on montre, les bons lecteurs sur Internet sont des lecteurs qui vont aller lire les titres en premier et les chapitres, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle le skimming. Là, ils vont chercher à repérer comment est organisée l'information. Une fois que j'ai une première représentation de ça, là, ils commencent à lire. Et ce sont les meilleurs lecteurs et performeurs à l'arrivée. Donc, ça peut être la même chose ici, leur donner les bonnes stratégies. Et un ensemble de questions qu'on pourrait résumer ainsi, je dirais,
On voit bien donc dans ce que vous proposez, en tout cas c'est plutôt une question, il faut bien donc différencier le guidage dans la réalisation et le guidage de la tâche elle-même. Oui, oui. Alors je ne sais pas ce qu'on entend par la réalisation du coup. Moi, la plupart du temps, quand je parle de guidage ici, c'est vraiment de guidage de l'activité d'apprentissage de l'élève. C'est pas le guidage de l'utilisation, encore une fois, de l'outil. Donc, je ne sais pas ce que c'est la réalisation, du coup. A priori, c'est le processus intellectuel qui est suivi par l'élève. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Oui, alors il y a les deux niveaux. C'est ce que alors, nous, on va appeler le niveau cognitif et le niveau métacognitif. Le niveau cognitif, c'est en gros, j'exécute, je traite l'information, j'essaie de résoudre le problème, j'essaie de donner du sens, etc. Et il y a le niveau métacognitif qui est, je vais réfléchir à la façon dont je m'y suis pris, je vais réfléchir aux difficultés que j'ai pu rencontrer, je vais réfléchir à d'autres façons que j'aurais pu mettre en place. Ça, c'est une réflexion justement sur son propre apprentissage qui est très utile pour la suite. Effectivement. Donc, il y a ces deux niveaux, oui, tout à fait. Merci. Donc, on va garder les questions concernant l'intelligence artificielle peut-être plutôt pour la table ronde qui va suivre. Merci encore pour cette présentation très intéressante.